Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer en ce lundi 4 mai 2020. La journée mondiale de la liberté de la presse met en garde contre la désinformation sur la pandémie de Covid-19. Reportage au Gabon où les médias privés vivent dans l'incertitude. En RD Congo, le nombre de cas de coronavirus double dans une prison militaire de Kinshasa en 48 heures. La Chine qualifie de dément les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur l'origine de la pandémie. Le monde a marqué la journée mondiale de la liberté de la presse hier, dimanche 3 mai. L'événement annuel permet notamment de faire le point sur la liberté d'expression et de rendre hommage aux journalistes qui ont été attaqués ou ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Ce lundi, l'ONU tient un débat en ligne sur la lutte contre la désinformation dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a décrit la situation comme une dangereuse épidémie de désinformation. D'après l'ONU, il s'agit de défendre la nécessité d'une presse libre pour contrer les fausses nouvelles qui mettent des vies en péril et sape la réponse à la maladie en promouvant de faux remèdes, des théories du complot et des mythes. Dili Diko nous propose maintenant un extrait du discours de la directrice de La Voix de l'Amérique, Amanda Bennett, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je suis Amanda Bennett, directrice de Voice of America, La Voix de l'Amérique. Et je m'adresse à vous de ma maison, où comme la plupart d'entre vous, je suis confinée à cause de la propagation du nouveau coronavirus. La crise de coronavirus est un événement qui démontre plus que jamais pourquoi une presse libre est si importante. Il y a tellement de mauvaises informations et de désinformations qui circulent actuellement que les gens dans le monde entier comptent sur nous pour leur fournir des informations factuelles. Et pour cette raison, nous sommes également dépendants de tous les braves journalistes du monde entier, y compris ceux vivant dans des endroits ne bénéficiant pas d'une presse libre, qui continuent de rendre compte de la réalité de la situation sanitaire dans leur pays. Au Gabon, comme dans d'autres pays en Afrique, voire ailleurs sur la planète, les médias privés qui dépendent de la publicité vivent dans l'incertitude. Avec l'état d'urgence en cours dans le pays en raison de la pandémie, les annonceurs se font rares. De Libreville, le reportage d'Ismaël Obiangzé. Eric tourne désespérément sur lui-même. Là d'attendre les clients de journaux avec le confinement de Libreville, ce n'est plus l'affluence des grands jours sur les grands axes urbains. Les ventes du jeune homme ont donc baissé. La circulation actuellement est un peu réduite, ce qui fait en sorte que les ventes ont quand même baissé. Sur un pourcentage de 100, on va dire que là nous sommes à 40-30, on va dire. Dans les rues comme dans les kiosques, le constat est le même. Les journaux n'ont presque plus d'acheteurs. Face à une récession économique inévitable, les médias privés sont déjà dans la tourmente. C'est le cas du géant des sites locaux, Gabon Revue, qui tire l'essentiel de ses revenus de la vente des espaces publicitaires. Les annonceurs ponctuels, on n'en a plus vraiment. Et là, on sait qu'en panne de trésorerie déjà, parce que dans le cas spécifique de Gabon Revue, nous sortons d'une longue période d'interdiction qui nous a asséché la trésorerie. Et cette fin de mois va être difficile vraiment pour nous. On espère avoir d'ici sur les 5 jours qui viennent de quoi essayer de boucler, je sais pas, une vente de communiqués, une vente d'espaces publicitaires pour pouvoir boucler le mois. Si la situation perdure, on réduise les salaires, mais on ne mettra personne au chômage. Un paradoxe bien difficile à décrypter. Alors que les médias jouent un rôle important en tant que vecteur d'information sur la crise sanitaire du Covid-19, au Gabon, ils semblent bien abandonnés à leurs difficultés. Jean-Yves Ntoutoum, directeur de publication du journal Le Temps, évoque l'avenir avec beaucoup d'incertitude. Dans le cadre de l'organisation patronale des médias, nous avons saisi les autorités de telle sorte que la subvention de la presse nous soit distribuée
dans les délais pour qu'on essaie un peu d'avoir une petite bouffée d'oxygène. Est-ce que ça passera? On ne sait pas. Donc même si aujourd'hui il nous arrivait de paraître, c'est pas évident qu'on s'en sorte. Ça veut dire que financièrement vous êtes asphyxié. Sérieusement asphyxié, déjà que le contexte est difficile. La presse gabonaise ne fait pas partie des secteurs d'activité éligibles aux mesures d'aide économique annoncées par le gouvernement. Elle attend la subvention annuelle de l'État pour espérer relever la tête. L'enveloppe de ce fonds spécial est estimée à 120 millions de francs CFA pour une cinquantaine de médias privés. Au même chapitre, l'ONG Reporters sans frontières établit un classement annuel qui évalue la situation du journalisme dans 180 pays. L'enquête de RSF cette année démontre que les 10 prochaines années seront une décennie décisive pour la liberté de la presse en raison des crises qui affectent l'avenir du journalisme. Pour en parler, Blanche Sanou a joint Cyril Ekwala de l'Institut Néo-Québec au Canada. Quand on parle liberté de la presse, Afrique, il y a encore quelques années, on aurait dit qu'il y a incompatibilité. Mais il faut qu'on soit honnête. Je pense qu'on ne peut peut-être pas encore parler nécessairement de liberté de la presse comme on parle dans des pays comme le Canada, comme les États-Unis, comme l'Europe et tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même des avancées par rapport à une certaine époque. Je pense qu'il y a une liberté de la presse. Elle est peut-être relative. Et puis, juste une petite nuance, liberté de la presse, quand on dit Afrique, on s'entend que les pays sont divers. Donc, la liberté n'est pas la même partout, mais je pense qu'il y a quand même une liberté de la presse relative. Et quelles peuvent être les stratégies qui pourraient garantir l'indépendance des médias et des journalistes en Afrique? Il est évident, ça c'est vraiment quelque chose qui ne se discute pas. La première stratégie, c'est de rendre les médias et corollairement les journalistes indépendants sur le plan financier. C'est vraiment là-dessus qu'on le sait, on tient, ou certains gouvernements tiennent encore les médias, c'est sur le plan financier parce que les médias n'ont pas suffisamment de ressources économiques, de ressources financières, le tissu publicitaire même des pays ne permet pas aux médias d'être entièrement indépendants. Comment est-ce que vous voyez, je dirais, l'avenir même de la presse en Afrique? Je ne suis pas inquiet de l'avenir de la presse par rapport à l'avènement des réseaux sociaux. Et ce n'est pas seulement lié en Afrique. Même dans ces pays dans lesquels nous vivons, les gens de la presse, les médias ont eu peur un peu de l'arrivée des réseaux sociaux. Mais je pense qu'à la longue, il y a une forme de tamis qui se fait et qui permet de sortir un peu le bon grain de livret, comme on dit. Les réseaux sociaux restent les réseaux sociaux, mais je reviens à votre deuxième question. Tant que les médias ne seront pas indépendants sur le plan financier, donc forts sur le plan éditorial, ça passe aussi par peut-être une libération totale de la presse, une indépendance qui va faire que, bon, les réseaux sociaux resteront juste des réseaux sociaux. Je suis peut-être trop optimiste aux yeux de certains, mais je ne suis pas spécialement inquiet de cela. Je ne pense pas que ce soit dans les réseaux sociaux qu'on va trouver l'information quand elle est de qualité. Au Kenya, la fermeture des écoles pour ralentir la propagation du Covid-19 a donné lieu à de nouvelles méthodes de travail. Les enseignants passent par tous les moyens pour continuer à transmettre le savoir au camp de réfugiés de Dadaab. Les cours sont diffusés à la radio communautaire de Gargarafin pour que les élèves puissent continuer à apprendre. Thierry Kaori. Amina Hassan, enseignante kenyane, se tenait habituellement devant ses élèves au complexe scolaire des réfugiés de Dadaab au Kenya. Mais depuis que la pandémie du Covid-19 a causé la fermeture de son école, elle diffuse désormais ses cours dans cette station de radio communautaire. En raison de ce coronavirus, les écoles ont été fermées, mais l'éducation devrait continuer et ne pas s'arrêter là. Plus de 100 000 élèves qui fréquentaient les 22 écoles primaires et les 9 autres écoles secondaires du camp bénéficient de ces cours par radio. Les écoles du Kenya sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais les enseignants de Dadaab n'entendent pas abandonner leurs élèves. Tous n'ont pas de radio, mais certains d'entre eux peuvent en avoir une en ce moment. Avec la progression rapide de la pandémie dans le monde, les besoins des enfants réfugiés sont devenus encore plus pressants.
Pour garantir la poursuite des cours, le ministère de l'Éducation du Kenya, en collaboration avec le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires, a développé cette initiative afin de permettre à ces milliers de réfugiés, dont la plupart ont fui le conflit en Somalie voisine, de poursuivre leurs études. Et maintenant, les derniers développements liés au Covid-19. En République démocratique du Congo, le nombre de cas enregistrés dans une prison militaire de Kinshasa a doublé en 48 heures, passant de 43 à 99. Les autorités redoutent une propagation exponentielle des cas confirmés début mai dans la capitale. Au Sénégal, le président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier et a sorti d'un couvre-feu nocturne pour combattre le Covid-19. En Afrique du Sud, 500 soignants au Cap entament à partir d'aujourd'hui des essais cliniques concernant les éventuels effets protecteurs contre la maladie du vaccin BCG utilisé pour se protéger de la tuberculose. En Algérie, de nombreux commerces rouverts la semaine dernière ont dû fermer à nouveau ce week-end dans plusieurs régions, dont Alger, en raison du non-respect des règles d'hygiène et de la distanciation sociale. Dans le monde, la pandémie a fait plus de 247 000 morts à ce jour. Au moins 3,5 millions de cas ont été répertoriés sur la planète. Plusieurs pays en Europe entament cette semaine le déconfinement de leurs millions d'habitants sur un mode progressif et prudent dans la plupart des cas. En Italie, où il débute ce lundi, pas de commerce de détail ouvert, de bars ou de restaurants, télétravail encouragé, distanciation sociale maintenue dans les transports. Pas de rassemblement. Les États-Unis comptent plus d'1 million de cas, dont près de 68 000 mortels. Avis divergent sur le vaccin, alors que le président américain Donald Trump en a prédit un d'ici fin 2020. L'Allemagne juge qu'un vaccin contre le nouveau coronavirus pourrait prendre des années avant de voir le jour. Et la polémique continue. Ce lundi, la télé publique chinoise qualifie de dément et imprécis les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo sur l'origine de la pandémie, ce qui fait monter encore d'un cran la tension entre Washington et Pékin. Le patron de la diplomatie américaine a déclaré hier qu'il existait un nombre significatif de preuves que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de Wuhan. Le recours aux forces armées pour faire respecter les mesures de confinement dans les pays africains inquiète les observateurs internationaux qui craignent des conflits entre civils et militaires. Salem Solomon examine les dangers et les avantages du déploiement des militaires pendant la pandémie de coronavirus. Reportage relaté par Didi Dikou. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a récemment ordonné le déploiement de 73 000 soldats pour imposer les mesures de confinement visant à lutter contre le nouveau coronavirus. Il s'agit d'une décision sans précédent dans l'histoire moderne du pays. Your mission is mission save lives. Votre mission est de sauver des vies. To go out and save the lives. Vous devez aller dans la rue pour sauver les vies des 57 millions de Sud-Africains résidant dans notre pays. Partout en Afrique, les forces armées sont appelées à sécuriser les frontières, à imposer des quarantaines et à maintenir l'ordre. Sur le continent, les mesures sont reçues avec des émotions mixtes, car à travers l'histoire, les forces de l'ordre et la police ont été utilisées pour contrôler la population au lieu de la protéger. Des accrochages ont eu lieu récemment. Le 12 avril, des soldats des forces de défense nationales sud-africaines ont été accusés d'avoir battu à mort un homme à Alexandra, au nord de Johannesburg. Selon les informations locales, il s'agissait de la 9e personne tuée en avril par les forces de sécurité sud-africaines. John Siko, directeur d'une agence de conseil en sécurité basée à Dubaï, a déclaré que la plupart des militaires sur le continent africain ne sont pas formés au maintien de l'ordre public. Se reposer sur une formation militaire qui apprend aux soldats à maîtriser l'adversaire ou à reprendre une position tombée aux mains d'ennemis pourrait avoir des conséquences tragiques, car ce type de formation ne peut être appliqué aux civils. Combien de pays à travers le continent envoient des soldats dans des campements illégaux ou d'autres habitations informelles avec potentiellement des munitions pour déloger les squatteurs? Il ne faut pas grand-chose pour déclencher une catastrophe. Siko a déclaré que les forces de sécurité ont besoin de plus de formation pour les missions nécessitant un contrôle des civils.
Il y a un réel besoin pour des formations dans la gestion de l'ordre public, afin de s'assurer que les militaires peuvent mener à bien la mission dans le respect des principes des droits de l'homme. SICO a déclaré que les formations étrangères des soldats africains se concentrent souvent sur les aspects militaires. Mais à long terme, il serait important de leur apprendre également à interagir avec les civils. N'allez nulle part ailleurs, le monde aujourd'hui revient dans quelques petits instants. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, une émission de VOA Afrique. Toute l'actualité de l'informatique et des technologies, il est l'heure de vous proposer notre rubrique Afrotech avec Arzouma Compaoré. Salut Arzouma. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Afrotech. Nous continuons notre série d'interviews, d'entretiens avec ces acteurs de la tech en Afrique qui font le travail en première ligne de la lutte contre le Covid-19. Moutaga Keïta, vous êtes entrepreneur, vous êtes guinéen, vous résidez en ce moment même en Guinée et vous avez décidé avec votre compagnie, donc Tulip Industries, de vous lancer aussi dans cette lutte contre la pandémie de coronavirus. Dites-nous en quelques mots, quelles sont les grandes innovations que vous avez réussi à développer pour pouvoir lutter contre cette pandémie? Depuis l'année dernière, nous nous sommes concentrés sur des technologies de télémédecine destinées au secteur de la santé. Mais là, avec le Covid, nous avons dérouté un tout petit peu vers une technologie plus pertinente. C'est une tablette tout-terrain qui peut traverser des zones rurales, des zones urbaines, résiste à la chute, mais aussi munie de capteurs. Eh bien, nous captons d'abord les battements cardiaques, le rythme cardiaque de l'individu. Nous captons ensuite la température grâce à une caméra thermique embarquée qui nous donne une plus grande précision au niveau des températures et nous capte aussi à travers un capteur la saturation en oxygène du sang, ce qui est un facteur déterminant vu que le corps s'attaque au système pulmonaire et empêche le corps de s'oxygéner. Donc température, rythme cardiaque, saturation en oxygène, la tablette scanne et puis fait son calcul et selon les bases, la tablette donne son OK ou bien un X rouge pour dire qu'il y a un souci. Et du coup, s'il y a un souci, on redirige cette personne vers les kits tests. Comment vous avez réussi à fabriquer cette tablette? Eh bien, très simplement, rien n'est inventé de nos jours. Ce que nous faisons, c'est innover. Une version mobile avait été développée par notre département recherche et développement pour les forces armées. Lorsqu'elles se déplacent en montagne, pouvoir scanner un soldat, par exemple, qui a reçu une balle, si des soldats ont de la fièvre, par exemple, et surtout la télémédecine dans ces tablettes pour permettre aux soldats de communiquer directement l'état d'un soldat blessé. Et aujourd'hui, les soldats, c'est nos médecins. Alors, nous avons, dans ce cas, pris cette tablette avec les capteurs. Nous avons vraiment customisé, comme on dit, pour cette pandémie. Nous pouvons créer des agents de tri qui ne sont pas forcément des médecins, ni forcément des infirmiers, mais simplement des agents recrutés que nous pouvons former. Il suffit d'une fonction de 10 minutes. Et là, on peut vraiment, là aussi en phase 2, trier les patients, ceux qui sont plus gravement atteints, qui ont une charge virale plus importante, trier pour les rediriger vers les machines respiratoires, qui sont encore beaucoup plus rares. C'est quoi l'autonomie de cette tablette? Et aussi, de façon concrète, qui sur le terrain va utiliser
cette tablette. Est-ce que vous avez déjà commencé des essais cliniques? Comment ça se présente? Nous l'avons déployé déjà à l'hôpital, le plus grand hôpital de la Guinée, l'hôpital d'Anka, où nous avons d'éminents professeurs tels que le professeur Sou, qui ont fait des essais cliniques et selon eux, l'avis est très favorable. Et jusqu'à présent, la tablette se trouve avec eux et ils l'utilisent au jour le jour, chaque heure, pour ausculter les patients à l'hôpital. Pour les agents qui seront à l'extérieur, nous les munissons de sacs à dos avec panneaux solaires laminés là-dessus de 12 watts, 3 ampères, pour pouvoir constamment charger la tablette, donc elle ne se décharge pas avec les agents extérieurs. En gros, à l'intérieur, oui, c'est 10 heures d'autonomie avec cette tablette. Voilà, en utilisation constante. Alors, ce que nous souhaitons, c'est surtout que l'Africain aussi regarde ses propres moyens et cesse d'être un consommateur. Soyons aussi des producteurs, mais des producteurs de masse. Nous produisons déjà, mais à très petite échelle, à l'échelle d'un village ou de la moitié d'une ville. Nous nous produisons jusqu'à présent nos propres technologies à l'échelle planétaire. Il faut le faire. Voilà qui est dit. En tout cas, merci beaucoup Moutaga Keïta pour cet entretien. Et c'est ainsi que Afrotech se referme pour cette semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très vite, à la semaine prochaine, pour encore plus de tech sur le continent et partout ailleurs dans le monde. Dans les régions rurales éloignées et pauvres du Grand Zanéen, en Afrique du Sud, les drones aident à diffuser des messages sur la manière de prévenir l'infection au nouveau coronavirus. Les autorités locales ont été pionnières dans l'utilisation de ces engins pour éduquer les gens sur le Covid-19 dans les langues locales. Maryse de Clark en parle de Johannesburg. Le récit avec vous, Arzuma Compaoré. Le Covid-19 a changé beaucoup de choses en Afrique du Sud. Ici, dans la municipalité du Grand Sanine, dans la province septentrionale de Limpopo, la voix du maire vient d'un drone dans le ciel pour mettre en garde contre le virus mortel. Avec seulement 3 hôpitaux dans tout le district, des efforts importants de prévention sont nécessaires, a déclaré le maire Marie Pemangena. Nous pouvons accéder à tout le monde. Un drone, quand il vole, quand il plane au-dessus des communautés, il fascine, il intrigue les gens. Les gens veulent écouter, les gens veulent entendre quel est ce message en train d'être communiqué. Un fournisseur de services de drones agréés effectue la messagerie sur les points chauds essentiels de coronavirus sous la direction de la police sud-africaine et avec les conseils du comité Covid-19 de la municipalité. La municipalité du Grand Sanine était à l'origine la seule juridiction disposée à utiliser des drones d'une TISO Aviation Services, explique le directeur général de la société, Jack Shilubana. Ils ont l'impression que nous parlons de beaucoup d'argent que vous dépensez dans cet exercice. Et d'autres vont probablement demander « Mais pourquoi vous ne fournissez pas de l'eau ?» Et c'est cet équilibre, vous savez, en termes de coût de la technologie et aussi la valeur dérivée d'un exercice comme celui-ci. Les drones sont bien adaptés à cet effet dans les zones rurales, en particulier en Afrique, car ils offrent davantage pour l'argent dépensé, explique le chef de la Fédération sud-africaine des systèmes volants télécommandés, Sam Twala. En Afrique, c'est là que les drones vont trouver une meilleure utilisation et rattraper d'autres régions du monde. Cela simplement en raison des défis particuliers que nous avons. Et quand on considère le coût, c'est en fait là que les drones ajoutent beaucoup plus de valeur car ils offrent l'avantage de positionner les individus de façon stratégique. Il semble que la diffusion du message sur la prévention du Covid-19 a été utile dans la région de Tsanine, explique un journaliste local. Je crois que cela a aidé et je crois que sans les drones diffusant ces messages à ces personnes dans les régions éloignées, elles n'auraient pas su. Jusque-là, un seul cas d'infection au Covid-19 a été signalé dans la municipalité du Grand Sanine. Après la fermeture brutale des universités et des frontières du Sénégal à cause du coronavirus, beaucoup d'étudiants, comme le Nigérien Ousmane Issaka, ont dû se débrouiller pour trouver un nouveau toit. Davantage avec Arzuma Compaoré. Le bourdonnement normal de la vie estudiantine a disparu. Le campus voisin est désert.
Les cordes à linge sous les fenêtres des dortoirs, normalement lourdes de linge des étudiants, se balancent vides dans la brise. Moins de 48 heures après que le Sénégal a ordonné la fermeture des universités à cause du coronavirus, Ousmane Issaka s'est retrouvé à Dakar, sur le trottoir, à l'extérieur de son dortoir fermé, avec des valises pleines à ses côtés, mais sans endroit où aller. Je me rappelle vraiment que mon matelas était juste là, ici. Mon matelas était ici. Je me suis positionné dans cette direction. J'ai passé la nuit. Il y avait d'autres camarades, mais là, l'autre bord, de la nuit même, il y avait des camarades qui étaient juste ici. Ils dormaient au milieu. Avec quelques collègues vétérinaires du Niger, il a passé 2 nuits à dormir dans la rue avant que l'université n'apprenne leur situation et ne les installe dans des logements hors campus laissés vides par l'exode. Du coup, il faut passer beaucoup de temps. S'il a lieu même de souffrir en train d'attendre, on le fait. Donc, dans le même cadre, dans cette situation, nous avons attendu vraiment la solution de la part de notre autorité. Mais quand même, comme le temps passé, on passait des jours au dehors, on a profité d'autres solutions qu'on a eues. Issaka avait décidé de rester sur place, alors même que la plupart des 80 000 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop sont tassés dans des bus ou se précipitaient à l'aéroport avant que les vols ne soient suspendus et les frontières fermées. Le groupe d'Issaka, formé d'une quinzaine d'étudiants nigériens, a tenté de s'isoler tout en menant une vie aussi normale que possible. Ils suivent leurs études en ligne, jouent au football et envoient régulièrement des mises à jour aux membres de leur famille qui sont inquiets. Pour la plupart d'entre eux, ils sont plus en sécurité à Dakar et disent ne pas vouloir mettre leur famille en danger. Si je porte la maladie, je peux être un danger pour ma famille parce que je risquerais de les contaminer. C'est pour ça que vraiment je préfère rester ici. Je me sens même d'ailleurs mieux protégé en fait ici. La liberté de circulation régionale permet à de nombreux Africains de l'Ouest de travailler ou d'étudier dans la région. L'arrêt soudain des activités en réponse à la pandémie signifie que certains, comme Issaka, ont fini par surmonter la tempête loin de chez eux. Jusqu'à 40% des étudiants de l'université viennent de l'étranger. L'université n'a pas répondu à la question de savoir combien d'étudiants étrangers elle hébergeait pendant la fermeture. Le Sénégal a confirmé au moins 377 cas de coronavirus et 5 décès depuis que le premier cas a été enregistré le 2 mars. Le taux d'infection du Niger a été plus élevé avec au moins 609 cas confirmés depuis le premier cas le 20 mars. Et voilà, c'est ici que nous refermons Le Monde aujourd'hui. C'était Jacques Aristide avec vous. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe de VOA Afrique se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Take care. À demain. Merci.